Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts avec la rédaction de Pourquoi Docteur. Nous allons parler aujourd'hui d'un mal très répandu, le mal de dos. Alors ça touche de plus en plus de monde, aussi bien les enfants que les adultes, mais on va en parler en restant centré sur une de ces causes, c'est la scoliose. Alors pour tout savoir sur cette atteinte de la colonne vertébrale, nous recevons le docteur Cyril Dozac, chirurgien orthopédiste, spécialiste de cette colonne vertébrale. Bonjour docteur Cyril Dozac. Bonjour Thierry. Je vais relayer auprès de vous durant une vingtaine de minutes les questions de nos internautes qui nous sont parvenus à travers notre site Pourquoi Docteur et les pages de nos réseaux sociaux. Plusieurs d'entre eux, et d'ailleurs on va commencer par cette question, nous disent avoir des douleurs dans le dos mais sans avoir eu de diagnostic. Ils se demandent ce qui indique, lorsque l'on souffre du dos, qu'il s'agit ou pas d'une scoliose. Alors, déjà, juste théoriquement, par définition, la scoliose ne donne pas réellement de douleur de dos. Et d'ailleurs, souvent, les diagnostics peuvent être tardifs parce qu'il n'y a pas forcément de symptômes associés. Alors après, dans la scoliose, on va y revenir certainement avec les différentes questions, mais il y a vraiment des cadres très différents. Il y a la scoliose qui apparaît dans l'enfance, pendant la période de croissance, l'adolescence. C'est celle-ci, en général, qui n'est pas douloureuse et qui peut être découverte des fois tardivement. Et puis, il y a un autre type de scoliose qui est la scoliose de l'âge adulte. On verra sûrement après, il y a certaines scolioses qui apparaissent à l'âge adulte, ou alors il y a des scolioses de l'enfance qui allaient très bien et qui se mettent à se détériorer entre guillemets, avec des phénomènes d'arthrose et qui peuvent engendrer des douleurs. Et ça, c'est la scoliose vieillissante. Mais alors, pour quelqu'un qui a éventuellement mal au dos et qui a une crainte d'avoir une scoliose, la première chose à faire, c'est de consulter au minimum son médecin généraliste, et si c'est un enfant, son pédiatre. Et sur une consultation, sur un examen clinique, on peut dépister une scoliose. Et même les parents, entre guillemets, les mamans ou les papas des enfants, peuvent aussi regarder le dos de leur enfant. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on peut remarquer une scoliose. Il faut mettre l'enfant devant soi et le faire pencher en avant. Et si on voit que le dos n'est pas symétrique, qu'il y a une bosse d'un côté, une asymétrie quelconque, ça peut être un des premiers signes de scoliose qui peut nécessiter une consultation derrière. Donc l'examen clinique peut suffire. Ensuite, s'il y a un doute à l'examen clinique, ou s'il y a par exemple des antécédents dans la famille de scoliose et que les mamans s'inquiètent pour leur enfant parce qu'elles disent « Ah bah moi j'ai une scoliose, peut-être qu'il en a une, etc. » Vers 10-11 ans, c'est pas mal de faire un examen avec un spécialiste. Alors là, c'est plus vers les orthopédistes pédiatriques, et avoir un examen avec un spécialiste et éventuellement, si nécessaire, un examen complémentaire qui consiste en une radio de la colonne vertébrale en entier qui va, là, pour le coup, faire le diagnostic de façon certaine de la scoliose. Alors justement, à propos de diagnostic, on a pas mal de questions aussi sur est-ce qu'il y a plusieurs formes de scoliose, parce que certains évoquent des déformations. Alors, exactement. Dans un sens ou dans un autre. La scoliose, la définition d'une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Alors, il y a certaines déformations qu'on appelle à tort une scoliose, c'est la fameuse attitude scoliotique. Ce n'est pas une scoliose par définition, c'est par exemple les personnes qui ont des jambes un petit peu décalées, un bassin un peu décalé, une jambe plus courte que l'autre. Ça engendre, la colonne, elle part un tout petit peu en oblique et elle se rééquilibre. Elle compense une inégalité de longueur. Sur des inégalités inférieures à 1 cm, 1,5 cm, c'est à peine visible. Mais parfois, ça se voit un peu plus. Et ça, c'est pris à tort pour une scoliose, parce qu'il y a une déformation juste dans le plan frontal. La vraie définition de la scoliose, c'est dans les 3 plans de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a aussi une rotation des vertèbres. Et c'est ça qui signe le vrai diagnostic de scoliose. Donc, il y a plusieurs, on l'a un petit peu dit déjà, il y a plusieurs types de scoliose. Il y a en effet les scolioses qui apparaissent dans l'enfance. Et là, il y a plusieurs causes où il n'y a pas de cause. Alors, il y a... les plus fréquentes, quelles peuvent être les causes déjà? Alors, les causes de scoliose sont en général plutôt des causes malformatives ou rentrer dans le cadre de plusieurs pathologies. Et ça, en général, c'est diagnostiqué assez tôt dans l'enfance. Ça peut être associé à des malformations cardiaques. Ça peut être associé à des malformations du tube digestif. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème de développement. Ça peut s'apparenter à certains syndromes, avec des maladies, avec un nom propre. Et on sait qu'il y a une association de déviation de la colonne, plus anomalie des artères, par exemple, et
et du cœur, comme par exemple le syndrome de Marfan, qui est une maladie particulière et qui est très fréquemment associée à de la scoliose. D'accord. Donc il y a ce type de scoliose qui est très particulière, qui est plutôt malformative, on va dire. Après, il y a la scoliose où je disais il n'y a pas de cause. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la scoliose idiopathique. Et c'est finalement la plus fréquente. Donc c'est des scolioses où on ne retrouve pas de maladie, de cause, il n'y a pas eu de traumatisme ou de choses qui peut déclencher ça, et ça se développe tout seul. Et on n'a pas réellement la cause. Il y a certainement un facteur un petit peu génétique, puisque on sait qu'il y a une certaine part d'hérédité. Il y a des familles où on a plus de gens atteints de scoliose, et c'est un peu plus souvent les filles d'ailleurs. Le sexe féminin est un petit peu plus exposé que les hommes pour ces scolioses idiopathiques. Donc ça, c'est une scoliose sans cause, idiopathique, c'est la plus fréquente. C'est celle qui apparaît dans la période de croissance, plus ou moins tard, et c'est important de les dépister quand la croissance n'est pas encore, quand les enfants n'ont pas encore eu... Encore terminé. Voilà. Ouais, parce que c'est là qu'on peut parfois agir. Alors justement, on a une question d'un internaute, pardon. Est-ce que la scoliose peut apparaître à l'âge adulte ? Voilà, alors... C'est ce qu'on appelle les scolioses de novo. Les scolioses apparaissant à l'âge adulte, sans aucun antécédent dans l'enfance de notion de scoliose, avec des radios normales. Donc là encore, c'est quelque chose dont on ne connaît pas très bien le mode de déclenchement, mais on a des cas comme ça avec des radios normales, et puis vers 30-40 ans, on peut voir petit décalage de vertèbres, des petits pincements de disques, et puis apparaître une vraie scoliose. En général, ce sont des scolioses totalement quand même différentes de par déjà leur localisation. Parce que les scolioses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, il y a plusieurs types de scolioses, mais les scolioses idiopathiques, elles touchent très souvent la colonne dorsale, la zone thoracique. Elles peuvent toucher aussi la zone lombaire, elles peuvent toucher les deux zones, mais il y a, voilà, et ça, c'est des scolioses qui peuvent toucher un petit peu l'ensemble de la colonne. Les scolioses de novo de l'adulte, en général, c'est la zone lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de scoliose va donner souvent des douleurs un peu plus importantes parfois que les autres scolioses. Donc c'est des scolioses qui apparaissess souvent vers l'âge de 30-40 ans sans qu'on sache vraiment pourquoi et qui évoluent petit à petit et parfois on se rend compte à 50 ans, 60 ans, on fait une radio, on voit qu'il y a une déformation de la colonne alors qu'il n'y avait aucune notion dans le passé. Alors vous avez répondu presque par anticipation à une question d'un de nos internautes, Philippe, qui nous disait « J'ai mal dans le haut du dos et mon médecin suspecte une scoliose. Je croyais que ça ne se manifestait que par des douleurs lombaires, donc on peut aussi avoir des... » Voilà. Les douleurs ne sont pas très spécifiques. On peut avoir des douleurs dans la zone du dos, dans le bas du dos, etc. Ça veut pas... Alors, déjà, penser à une scoliose sur une douleur, c'est pas forcément... Voilà, il y a beaucoup plus de raisons banales d'avoir mal au dos qu'une scoliose, d'une façon générale. Mais les scolioses de l'adolescent ou les scolioses idiopathiques peuvent donner des douleurs, et souvent, ce sont des douleurs dans la région de l'omoplate. Donc vers le haut du dos. Des fois, c'est même pas le dos lui-même, c'est à côté du dos. Ces points douloureux sont fréquents, probablement d'origine musculaire. Pas très facile d'ailleurs à soigner parce que ça nécessite un peu d'exercice, de sport, de choses comme ça. Mais donc on peut avoir des douleurs le long du dos, en haut, en bas. C'est pas très spécifique. J'ai une scoliose lombaire et on me recommande de porter un corset. Peut-on éviter cette contrainte ? Alors, le corset dans la scoliose, c'est une méthode de traitement très classique. Il faut vraiment... Alors, je ne sais pas quel âge ou quel est le contexte de cet internaute, mais il faut vraiment... J'ai pas de précision sur l'âge, mais probablement... Parce qu'il y a vraiment deux cas de figure totalement différents, dans lesquels on peut proposer une contention, corset, ceinture ou quoi. Et c'est vraiment des cas complètement opposés. Donc, ça peut être un enfant en période de croissance. On dépiste une scoliose vers 10-11 ans. Visite scolaire, par exemple, où les parents remarquent que le dos est un petit peu dévié, ou la visite du pédiatre ou du médecin généraliste. C'est un mode de révélation fréquent. À ce moment-là, consultation d'un spécialiste, début de croissance, et là, on va proposer un corset. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Quel est le but de ce corset ? C'est pas de soulager une douleur ou quoi, parce qu'en général, les enfants, ils ont pas mal d'ailleurs. Ça va être de guider un peu la croissance et d'éviter que la scoliose s'aggrave, parce que la période d'aggravation, c'est la période de croissance. Donc là, je dirais que si c'est ce cas de figure pour l'internaute, je pense qu'il faut vraiment
c'est important d'écouter et de suivre les recommandations du corset, parce que si on ne le met pas, la scoliose peut progresser pendant cette période, et après, il est un peu tard, parce que une fois que la croissance est terminée, la scoliose est installée, et on ne peut plus la corriger. Enfin, en tout cas, facilement ou médicalement. Donc, si c'est le premier cas de figure, que c'est un corset pour une période de croissance, je pense que c'est important de le faire. Après, si c'est un corset, si c'est quelqu'un adulte, âgé, plus ou moins, plus de 50 ans, 60 ans, qui a mal au dos, qui a un peu de scoliose ou qui a une scoliose, on lui propose un corset. Là, c'est dans un but totalement différent. On ne va pas pouvoir corriger la scoliose. Le corset ne va pas la corriger. Trop tard. Voilà. C'est donc, oui, puisqu'il n'y a plus de phénomène de croissance, donc on n'empêche pas une scoliose d'évoluer. Voilà. Donc, le corset à l'âge adulte est dans un but purement antalgique. C'est-à-dire un but pour soulager des douleurs, mettre un peu au repos la colonne, parce que s'il a mal, c'est que cette scoliose, c'est une personne plus âgée, des disques pincés, de l'inflammation qui engendre des douleurs. Le but d'un corset va être de maintenir et de mettre au repos la colonne le temps que cette phase douloureuse inflammatoire puisse passer. Donc là, ce n'est pas un passage dit obligé, c'est un traitement proposé. Un peu de confort en quelque sorte. C'est du confort, c'est passer des caps douloureux et c'est pas des corsets ad vitam aeternam, quoi. D'accord. Je rappelle à cette occasion que cette émission, elle est faite pour éclairer sur des problématiques de santé. Ça peut servir d'ailleurs à enrichir les échanges que chacun peut avoir avec son médecin. Ce n'est en aucun cas une sorte de consultation. Je pense que la précision est importante. Toujours sur la manière de prendre en charge les scolioses, une autre question d'un internaute. Je souffre depuis des années d'une scoliose. Mon médecin me parle d'une possible intervention chirurgicale. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est quelque chose de lourd et en quoi ça va consister? Voilà. Alors, le traitement chirurgical des scolioses, c'est un traitement, en effet, qu'on peut qualifier, entre guillemets, de lourd. C'est-à-dire que c'est quand même une intervention conséquente. Le grand principe de la chirurgie, ça va être de corriger la déformation. C'est-à-dire, une scoliose, c'est une colonne vertébrale qui n'a pas la forme habituelle, qui n'est pas alignée, qui est tordue, qui a des courbures d'un côté, de l'autre. Ça peut engendrer être bossu, etc. Donc, c'est une déformation de la colonne qui est plus ou moins sévère. Et plus c'est sévère, plus on va en effet tendre vers un éventuel traitement chirurgical. Donc, le traitement, le but, c'est de corriger cette déformation. Donc, il faut remettre la colonne le plus droit possible, corriger, remettre bien l'équilibre du tronc, qu'on obtienne les épaules, le bassin, tout ça bien dans l'alignement. Cette correction, ça passe par une opération sur de nombreuses vertèbres, parce qu'en général, c'est un segment de... Voilà, donc il y a 8, 10, 9, 12 vertèbres qui peuvent être concernées par l'opération. Et ça va consister à mettre des implants, c'est-à-dire mettre des vis dans les vertèbres ou des crochets, enfin un système de fixation sur chaque vertèbre. Et puis après, la correction se fait avec... On met des tiges en titane qui vont corriger cette... On modèle un peu la colonne à la forme la plus adaptée et à l'équilibre du patient. Et ensuite, il y a une greffe osseuse qui est faite pour obtenir une soudure de ces vertèbres. Donc ça s'appelle une correction-fusion, c'est-à-dire qu'on restaure un équilibre de la colonne vertébrale, de face et de profil correct, le dos moins tordu, etc. Et on y associe une fixation pour maintenir cette correction et une fusion pour la maintenir dans le temps, c'est-à-dire une fusion, c'est-à-dire chaque vertèbre va se souder les unes après les autres. Donc, vous voyez que c'est une intervention qui est conséquente. Absolument. Et c'est une opération qui entraîne, par définition, une fixation, c'est-à-dire on a un segment de la colonne, plus ou moins étendu suivant le type de scoliose, qui va être rigide. Donc on perd de la souplesse. Toute mobilité, voilà. Okay. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Quand c'est la zone dorsale, comme c'est souvent le cas chez les adolescents, tout ça, cette perte de souplesse, entre guillemets, va pas être très délétère, parce que c'est une zone qui est peu mobile, la zone dorsale, puisqu'il y a les côtes, etc. Donc c'est pas la zone dont on se sert vraiment pour le mouvement du corps. Voilà. Mais quand ça touche la zone lombaire, les 5 dernières vertèbres jusqu'au sacrum, et qu'on doit faire une opération qui va prendre ces vertèbres-là dans la correction, et bien là, on perd la mobilité du bas du dos.
Donc voilà, donc c'est des enjeux très importants qui font partie de la réflexion avant de prendre la décision d'une opération. Mais l'opération, elle se décide sur plusieurs éléments, plusieurs critères. Donc là, on va parler en général, mais grosso modo, une scoliose, il n'y a pas... Vous savez, les scolioses, on mesure sur les radios les inclinaisons de vertèbres. On va dire, voilà, c'est une scoliose à 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, etc. Bon. Ces mesures n'ont pas forcément... C'est des mesures très importantes pour le suivi, parce qu'une scoliose, ça se suit après. On va en parler. Voilà, mais on n'a pas une mesure seuil à dire à partir de 40 degrés, on opère. Non. C'est un faisceau d'arguments qui amène à une opération. Il y a quand même l'importance de la courbure, mais également l'équilibre global de la colonne. Donc ça, on voit ça sur les radios, colonne entière, et puis sur l'examen clinique, voir si il faut que le tronc, la tête soit bien en face du centre du bassin. Certaines scolioses sont déformantes et on a... La tête, si on projette le centre de la ligne de gravité, elle n'est pas au centre du bassin. Et ça, on sait que ça provoque des douleurs et ça peut s'aggraver dans le temps. Donc, voilà. Donc il y a l'équilibre, l'importance de la scoliose. Et puis il y a la notion d'évolutivité aussi qui est importante. C'est-à-dire que si quelqu'un a une scoliose de 30 degrés et puis tous les ans il perd 2 degrés, c'est une scoliose qui s'accentue dans le temps. Il y a un moment où peut-être l'opération sera absolument nécessaire. Justement, quels sont les autres traitements en dehors de cette extrémité en quelque sorte de l'opération ? À part ce qu'on disait, c'est-à-dire pendant la période de croissance, le port d'un corset en général est le traitement. Ensuite, à l'âge adulte, une fois que la croissance est terminée, le traitement de base, c'est en fait, curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait... on peut être surpris par ça, mais c'est de faire du sport. C'est de faire du mouvement. C'est comme il y a eu une campagne récemment, le traitement, c'est le mouvement, c'est exactement ça. Donc, c'est avoir une musculature efficace, un exercice sportif, physique, régulier. Ça, c'est la base du traitement qui fait qu'on va mieux supporter sa scoliose. Ça, c'est la base. Parce qu'il n'y a pas de traitement à proprement parler. Sinon, c'est des traitements très symptomatiques. Contre la douleur. Contre la douleur, des anti-inflammatoires, des antalgiques. La place de la rééducation, j'imagine qu'il y a des questions peut-être, de kiné, etc. Ouais. Il y a une question très précise. Le mieux pour la rééducation, c'est quoi ? Un kiné ou un ostéopathe ? Alors, on rentre probablement dans une querelle de chapelle, mais en tout cas, la question existe. C'est un travail musculaire qu'on doit faire. Donc, c'est plutôt de la rééducation et c'est plutôt du kiné. Parce que, en fait, la rééducation, elle va être là pour réveiller les muscles, entretenir les muscles, muscler un peu, et pour mettre en place un exercice physique qui devra être poursuivi après par le patient. C'est-à-dire que on ne va pas chez le kiné toute sa vie non plus. Absolument. Avant, ça se faisait presque. On voit encore des patients aujourd'hui, ils disent, depuis que il y a 30 ans, on m'a dit qu'il fallait que je fasse de la gymnastique corrective. C'était le grand terme à l'époque pour le traitement dit des scolioses. Mais ce n'est pas un traitement, en fait. C'est un apport pour mettre en place un travail musculaire et physique. Ce n'est pas un traitement. Donc, il ne faut pas se dire, je vais corriger ma scoliose avec le kiné, j'en ai pour 30 ans. Non, ce n'est pas ça le raisonnement. Le kiné, il est très important, surtout s'il y a des phases de tension, de douleur. Ça diminue les phénomènes douloureux, mais c'est des séquences ponctuelles. Plein de questions aussi sur des problématiques de vie quotidienne. Dans quelle position faut-il dormir quand on souffre de scoliose ? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, parce que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de recommandations là-dessus. C'est vrai que certains ont des théories, mais nous, les spécialistes, finalement, franchement, dormir sur le dos, le côté, le ventre, je crois que ça n'influence pas du tout. Donc, il faut dormir dans la position qui nous paraît... Enfin, il faut dormir comme on a envie, quoi. Il n'y a pas de recommandation particulière. Comme on se sent bien. Voilà, exactement. Okay. Une autre question qui a à voir avec les postures. Depuis que je télétravaille, demande Isabelle, j'ai installé mon ordinateur sur une table assez haute et j'ai pris l'habitude de croiser les jambes lorsque je suis assise. Est-ce que cette posture peut aggraver une scoliose ? Non, sûr que non. C'est-à-dire que l'influence de la posture sur la scoliose, en fait... c'est pas un facteur aggravant. On peut avoir des très mauvaises postures toute la journée, c'est pas pour ça que sa scoliose va s'aggraver. Donc faut enlever cette idée, ce stress là-dessus. Par contre, une mauvaise posture, ça entraîne des douleurs.
Et les douleurs ne veulent pas dire que la scoliose s'aggrave. Donc voilà, donc après on en revient à finalement, voilà, donc le travail sur la posture, il est surtout pour éviter d'avoir des phénomènes douloureux, mais c'est pas pour dire, voilà, si je me tiens mal, je vais avoir une scoliose ou alors ma scoliose va s'aggraver, non. Ça c'est, voilà, par contre, ça entraîne les mauvaises positions entraînent des douleurs. Alors, comme Isabelle, si vous aussi vous souhaitez nous interpeller, n'hésitez pas à le faire à travers nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Autre question, là aussi un peu liée à la nature de la maladie. Je souffre d'une sciatique. Est-ce que ça peut avoir un lien avec une scoliose ? Alors, a priori, non. Une sciatique, c'est un symptôme complètement à part. C'est une douleur du nerf sciatique, donc, dont il y a plusieurs causes. La cause principale, la plus fréquente, c'est une hernie discale. Ouais. Après, il peut y avoir de l'arthrose qui coince le nerf sciatique, etc. Donc, dans le cas classique, avoir une sciatique, en général, ça va plus être un problème d'hernie discale ou autre chose comme ça. Donc, non, c'est une pathologie un peu différente. Après, chez la personne plus âgée, une scoliose très évoluée, avec de l'arthrose, finalement, là, on peut avoir des sciatiques, mais c'est à cause de l'arthrose qui s'est développée sur la scoliose qui va coincer le nerf. Enfin, là, ça peut en découler. Mais dans le cas très classique, une sciatique de base, en général, non, c'est pas lié à une scoliose. On a pas mal de questions aussi sur des patients qui souffrent de scoliose et qui ont besoin, pour notamment des raisons professionnelles, de beaucoup se déplacer en voiture sur des longs trajets. Est-ce qu'il est important, demande-t-il, de mettre une ceinture de soutien lombaire ou un dispositif qui soulage ? Là encore, c'est un peu comme la posture au télétravail, c'est-à-dire que ça ne va pas accentuer une déformation. Mais en effet, des personnes qui sont sujets à avoir des lombalgies, plus ou moins liées à une scoliose, parfois sont mieux avec une ceinture en voiture, c'est très classique, et bon, moi je dirais continuer. Disons que voilà, mais par contre, parfois on a l'inverse. On a des gens qui, leur médecin leur a dit de mettre une ceinture, ils sont moins bien. Donc en fait, c'est une solution qui peut être adaptée à certains, mais qui ne convient pas à d'autres. Mais il n'y a pas de recommandation particulière à dire il faut absolument porter une ceinture en voiture. Rien de systématique. Voilà, il n'y a rien de systématique. Parfois c'est une ceinture, il y a d'autres c'est un petit coussin dans le dos, sous les fesses. Bon, c'est des petites mesures qui améliorent des fois le quotidien pour les gens qui ont des tendances à avoir des lombalgies. Mais il n'y a pas forcément une recette à appliquer à tout prix. On terminera sur une question qui revient également de la part de nombreux internautes. Est-ce que le suivi d'une scoliose doit s'accompagner d'une perte de poids ou en tout cas du fait de faire attention à ne pas prendre de poids ? D'une façon générale, toute pathologie lombaire, que ce soit scoliose ou hernie discale, discopathie ou autre, le poids est un facteur un petit peu aggravant. Donc c'est clair qu'il faut avoir une certaine attention là-dessus, pas trop en prendre. Ça va un peu aussi avec le fait de faire du sport. Ça peut aider aussi à ne pas prendre de poids. Mais après, pour être très honnête, je ne suis pas sûr que le surpoids aggrave la scoliose elle-même. C'est-à-dire la déformation. Non. Par contre, elle peut accentuer l'usure des derniers disques qui peut rendre un peu plus douloureux, etc., etc. Mais la scoliose elle-même, c'est vraiment une entité qui évolue pour son propre compte. Poids, pas poids, voilà. Un mal égoïste. Ouais, un peu, ouais. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup Cyril Dozac pour la précision, la clarté et le côté très, très complet de vos réponses. Merci à vous tous pour votre participation à travers vos questions et puis pour votre fidélité à Questions aux experts. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site Pourquoi Docteur, sur l'ensemble de nos pages présentes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je serai heureux de vous retrouver bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.